Cette association, les Chants de Beauce, elle a été créée dans les années 2000, c'est ça, par deux sœurs? Voilà, par deux sœurs, une sœur qui était de la congrégation du Bon Pasteur et une sœur qui était de la congrégation de Notre-Dame de Charité. Et il se trouve que ces deux congrégations ont fusionné, qui s'appellent maintenant Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Ces deux religieuses travaillaient à la CIMAD, qui est un organisme qui s'occupe beaucoup du juridique pour les migrants. Et elles ont été très étonnées de voir qu'on ne s'occupait pas des femmes ou très peu, à savoir que la priorité était donnée aux familles avec enfants, ce qu'on peut comprendre hein, en priorité. Ensuite aux hommes, puisqu'ils allaient faire venir leur famille. Et enfin aux femmes, c'est-à-dire un peu les miettes. Donc ça les a, en tant que femmes et en tant que religieuses, elles se sont dit on va faire quelque chose spécifiquement pour les femmes. Et c'est comme ça qu'est né les Chants de Beauce. Les deux congrégations étaient très enthousiastes de cette création et sont venues se greffer. Elles ont fait appel à la COREF et 23 congrégations sont venues les soutenir, financièrement ou voir des différents moyens. Et c'est ainsi qu'il y a toujours eu dans l'association et encore aujourd'hui des religieuses de différentes congrégations qui travaillent avec nous. D'accord. Encore aujourd'hui, on Donc en a. Franciscaines, missionnaires de... Oui, il y en a. On ne va pas citer toutes les congrégations, oui, bien mais sûr, bon. parce que 23, c'est beaucoup. Et pour tout vous dire, pour vous faire un peu rire, moi, j'y connaissais rien dans toutes ces congrégations, donc j'étais complètement perdue quand je suis arrivée à l'association. J'ai été élevée chez des religieuses, mais enfin bon, j'imaginais pas qu'il y avait autant de congrégations et qui s'intéressent à ce sujet. Voilà. Et c'est après, plus tard, grâce à une amie que vous avez connue... Voilà, grâce à une religieuse qui était directrice de l'école du Panloup à Boulogne, où mes enfants ont été, je me suis liée avec cette sœur, qui s'appelle Marie-Claire. Et puis après, quand mes enfants ont grandi, ils ont quitté ce collège et ils sont allés dans d'autres établissements. Et puis je l'ai retrouvée par hasard beaucoup plus tard, parce que moi je suis médecin et hospitalier, dans l'hôpital où je travaillais. Et on s'est liés d'amitié. Et puis un jour, elle m'a dit je commence à travailler dans une association qui s'occupe d'aider des femmes seules demandeuses d'asile. Et un jour, elle m'a appelée, elle m'a dit Tristan, il faut absolument que tu viennes parce qu'on a des problèmes médicaux, on ne sait pas comment s'en sortir. J'ai dit mais moi, je travaille, je ne vois pas quand est-ce que je peux venir. Et finalement, bon, quand on veut, on peut, comme on dit, mais je venais une fois par semaine, à l'heure du déjeuner, le mardi, à toute vitesse, dans des conditions au début très simples, puisqu'on n'avait même pas de lit d'examen. On avait mis deux couvertures par terre et à genoux, j'examinais mes patientes. Voilà, mais bon, ça fonctionnait. Hein. Il y avait un oreiller, des couvertures l'une sur l'autre. J'avais mon stéthoscope et en avant. Voilà. Et puis après, on a trouvé un lit d'examen. Enfin, tout ça, c'est. Oui. Le lit d'examen, c'est une anecdote, mais c'est pour vous dire qu'au début, c'était assez précaire. Maintenant, on est quand même arrivé à des choses beaucoup plus. Mais c'est normal, quand vous commencez, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'argent ou très peu. C'est normal. Moi, bon. En sachant que dès le départ, tout le monde est bénévole ici, donc il n'y a pas de dépenses de salariés. Voilà. C'est presque que des femmes qui sont volontaires, parce que ces femmes qu'on accueille, souvent, elles ont été malmenées par, je m'excuse, rien contre la gente masculine, mais que par des hommes, souvent. Et donc, c'est deux bénévoles qui accueillent chaque femme qui arrive ici. Et donc, la plupart des bénévoles sont donc des femmes, presque toutes, sauf 3, qui sont des hommes, mais qui n'accueillent pas des femmes ici en direct. Ils finissent par se connaître, ils voient bien que c'est des hommes qui ne leur font pas de mal. Oui. Bien sûr. Ouais. Et
Voilà, donc... C'est vers 2014 que vous avez repris un peu... vous avez été Alors, je suis venue... quand j'ai commencé à faire mes expériences médicales, c'était un peu avant... c'était autour de l'an 2000, je ne sais plus très bien, il faudrait que je regarde mes notes, excusez-moi. Ça n'a, je crois, pas une grande importance. Et après, quand j'étais à la retraite, j'ai commencé à venir beaucoup. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Et ça m'a beaucoup intéressée. C'était un domaine que je connaissais absolument pas. Donc, petit à petit, je me suis prise au jeu, si je puis dire. Et voilà, donc j'étais médecin et aussi je faisais de l'accueil. Et puis après, on m'a demandé de rentrer au conseil d'administration, ce que j'ai fait. Et puis un jour, la présidente, qui était une religieuse, que jusque-là, toutes les présidentes c'était des religieuses, devait partir à Rome pour une mission. Et tout le monde voulait que je sois présidente. J'ai beaucoup hésité, je vous le dis franchement, mais finalement j'ai accepté. Et donc ça fait maintenant 11 ans, 12 ans que il faudrait que je regarde, présidente. Et là, depuis ces années, ça s'est développé avec des nouveaux locaux? Alors, c'est pas cette année. Là où on se parle, c'est des locaux que nous avons depuis un peu plus de 2 ans. Et c'est des locaux qui nous ont été offerts par une femme qui a décidé de faire quelque chose pour les autres. Donc, elle a acheté ces locaux. Ces locaux ne nous appartiennent pas, mais nous ne payons quasi rien. 50 € par mois, je crois que c'est imbattable. En plein Paris, dans le 15e, près de la Tour Eiffel, franchement, c'était vraiment un miracle ce qui nous est arrivé, alors qu'avant, on changeait tous les 3-4 ans d'endroit, et ça nous coûtait plus d'argent, même si on nous faisait à ce moment-là des locations qui étaient à des prix beaucoup modérés, je dirais. Voilà, ici on est très bien, on se sent chez soi, on est au calme, on sait qu'on ne va pas encore déménager pour la Xème fois. Et c'est très agréable pour tout le monde en fait. Parce que ça se sent, sinon s'il y a une tension, on se dit on ne sait pas si on vous recevra la prochaine fois ici, etc. En se demandant au bout de 2-3 ans où on était, où est-ce qu'on va aller, on ne sait pas. Et comment ça se passe alors, comment déjà les femmes vous connaissent? Ah ben alors là, c'est par le oui-dire, comme ça. Ah oui, c'est ça. Alors, quelquefois, dans le monde associatif qui s'occupe des migrants en général et des réfugiés en particulier, on sait qu'on est la seule association qui s'occupe des femmes seules. Donc, quand une femme seule va, par exemple, n'importe où, la Croix-Rouge, par exemple, quand les Ukrainiennes sont arrivées, c'est la Croix-Rouge qui les a accueillies, en tout cas dans les gares et les aéroports, pour leur sécurité. Eh bien, quand ils sont renseignés, femmes seules, les champs de Beauce. Vous voyez, et puis sinon, un jour on a accueilli il y a longtemps une Tibétaine qui l'a dit aux autres Tibétaines, et après on a un flux de Tibétaines parce qu'elle ne savait pas où aller. Parce que quand vous arrivez dans un pays où vous ne parlez pas la langue, vous ne connaissez rien, vous ne savez pas où aller, on vous dit, vous vous débrouillez un peu comme ça, sur le tas, vous n'avez pas le choix. Sauf si c'est quelque chose de très prévisible à l'avance, mais souvent ça ne l'est pas. Ou si vous connaissez, vous avez un membre de votre famille ou des amis dans le pays où vous arrivez, comment faire, où aller, que faire, etc. C'est compliqué. Et votre but, c'est comme la phrase que vous mettez sur le site là, de la Bible, c'est leur donner petit à petit l'indépendance, l'autonomie, s'insérer. Oui, l'idée de l'association, c'est de les accueillir, bien sûr, de leur aider à faire leurs papiers. Ensuite, la langue française, très importante pour l'insertion et pour le travail. Donc, on les met dans ce qu'on appelle des FLE, français langue étrangère. C'est 5 heures par jour, 5 jours par semaine, afin qu'elles passent des examens de niveau de français, A1, A2, B1, B2, etc. Parce qu'on peut faire des formations en France pour les étrangers que si on est B1 ou B2. Donc ça prend, suivant la rapidité à laquelle les femmes obtiennent ces examens de français, ça prend le temps qu'il faut. Pour certaines, c'est plus facile, pour certaines, c'est plus difficile.
Je donne encore l'exemple des Tibétaines, elles n'ont pas la même écriture que nous, c'est très compliqué par exemple pour elles mettre un peu plus de temps qu'une Ukrainienne ou qu'une femme qui vient par exemple de pays africains où déjà on parle le français, donc il y a des petites choses à remettre à jour, et puis elle passe l'examen et ça y est, ça va assez vite. Donc on ne peut pas dire ça va durer tant de temps, mais pour quelqu'un qui n'a pas la même écriture que nous, et qui n'a jamais entendu parler français, il faut à peu près, moi je dirais à peu près 8-9 mois pour arriver à avoir un niveau suffisant pour faire une formation, et d'une formation, un travail, un métier. C'est ça. Oui, parce que quand elles arrivent, bon, on leur dit quel est ton projet. Alors souvent elles ne savent même pas quel projet elles ont. Parce que dans leur pays, elles faisaient peut-être quelque chose qu'on ne pourrait pas transposer ici, ou bien elles ont des idées très arrêtées, enfin, il y a de tout. Et voilà, et on va, quelquefois, on leur fait dévier un peu leur projet parce que c'est pas réaliste. Parce que souvent aussi, elles veulent gagner rapidement de l'argent. J'ai dit, mais attends, pour gagner de l'argent, il faut que tu parles français, ensuite que tu aies une formation, ensuite que tu... Et donc, il y en a, je pense qu'elles aspireraient à plus de formation pour avoir un meilleur job qui correspond à leurs possibilités, comme elles avaient peut-être dans leur pays avant. Mais il y en a qui vont raccourcir ce temps et avoir un travail moins élevé que ce qu'elles avaient dans leur pays, parce qu'elles envoient de l'argent à des gens dans leur pays, où elles ont besoin de vivre, il leur faut de l'argent, etc. Parce que quand elles ont leur papier, elles touchent le RSA qui est autour de maintenant 600 €. Et donc, pour vivre avec 600 €, c'est pas très facile, vous voyez, mais on y arrive parce que nous, on va par exemple les loger, enfin ça je peux vous parler, c'est un peu de l'action logement que nous faisons. Ici, nous avons 2 sortes d'appartements, ce qu'on appelle des hébergements. C'est des hébergements d'1 an. Et la condition, c'est d'être en cours de français. Sinon, on ne les prend pas. C'est pour les obliger. Et en même temps, s'il y a une fuite d'eau, vous voyez, c'est très compliqué. Quand on vous parle tibétain, ou afghan, ou je ne sais pas, ou arabe, comment on fait. Donc, voilà, c'est pas qu'à cause des fuites d'eau, hein, mais c'est c'est un exemple. C'est la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. Alors là, elles sont pour 1 an dans un... Alors, dans un appartement, on a du studio jusqu'aux 6 pièces, mais on a en tout à peu près 35 hébergements, donc soit individuels, soit plusieurs dans un appartement, chaque personne ayant sa chambre, évidemment, personnelle. Hein. Voilà. Et puis on a aussi ce qu'on appelle des appartements passerelles, ça c'est après le logement. Quand il y a un projet qui est en cours, qu'elles font elles suivent des formations, ou ou elles ont commencé un travail, mais pas suffisamment pour avoir un logement, parce que même dans le logement social, il faut que vous ayez un CDI, que vous l'ayez depuis 6 mois, etc., etc. Donc, et alors on les met dans des logements passerelles qui durent en principe 2 ans, mais on ne leur dit pas 2 à 3 ans. On ne va pas interrompre le 2 ans parce qu'il leur manque encore 6 mois pour finir le cursus, vous voyez ce que je veux dire. C'est une idée pour qu'elles aient un projet. Mais on ne leur dit pas, on leur dit 1 à 2 ans, bon, elles ont entendu 2 ans surtout, oui. Et puis après s'il faut prolonger, on le fait. Quelquefois ça se finit avant les 2 ans, mais parce que l'étape suivante, on a une travailleuse sociale qui leur trouve un logement social, ou bien un logement d'étudiante au Crous, ou bien voilà. Il y a plein de possibilités, si vous voulez, de logements, mais qui vont durer dans le temps, sauf les appartements pour les étudiants, parce que ça dure le temps des études qu'on fait en fac ou dans des écoles. Et voilà, nos logements, on a 2 types de logements. Ces logements, les propriétaires font un contrat avec nous. On loue ces logements à un propriétaire à des prix souvent modérés, et même je dois dire qu'il y a quelques congrégations qui nous font payer, pas beaucoup, mais on paye 0. Ça arrive, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. Et nous,
on demande aux femmes qui sont dans les hébergements 100 € par mois, non pas pour se faire de l'argent sur leur dos, c'est pas du tout le sujet, c'est pour leur apprendre que rien n'est gratuit. Et c'est un studio, comme je disais tout à l'heure avec vous, ça équivaut à entre 700 et 1000 € par mois à Paris, et on fait payer 100 € tout compris. Donc c'est pour leur apprendre que c'est pas gratuit. Ça les engage aussi, hein, ça les engage. Et nous sommes pour l'aide, nous ne sommes pas pour l'assistanat. Ça c'est important aussi. Et puis après, si elles sont dans un logement passerelle, c'est autour de 350 €, mais là déjà elles gagnent un peu d'argent. Donc, et puis il y a l'APL qui vient aussi, l'aide pour le logement qui vient se rajouter, donc finalement ça leur coûte à tout casser 150 à 200 €. Et ça permet de poursuivre la route de l'indépendance, de l'autonomie plutôt. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que certaines ne peuvent pas faire reconnaître leur diplôme de l'ancien Alors, pays. oui, dans l'exil, je ne sais pas si les gens sont conscients, si la population française, par exemple, pour parler que de notre pays, est consciente de que c'est toujours, sur le plan social, un peu une dégringolade. C'est-à-dire que si dans le pays en question, cette femme avait un métier de cadre, elle ne va même pas être cadre en France, parce que les diplômes de l'étranger, même de pays quand même assez développés, sont pas reconnus. Donc il faut recommencer. Donc elles n'ont pas le temps parce qu'il faut subvenir à ses besoins et parfois aider la famille. Voilà. Et donc c'est un peu une dégringolade sociale. Qu'elles ont, au début, elles se révoltent, elles nous disent mais c'est pas possible, moi dans mon pays, je faisais ci, je faisais ça. Oui, mais ici, voilà ce qui se passe. Mais si tu veux retrouver le même niveau, ça va durer plus longtemps, c'est compliqué, il faut des bourses, etc. Enfin, bon, parce que nous, on ne donne pas de bourses parce qu'on n'a pas les moyens de donner des bourses, mais on peut connaître par la travailleuse sociale et d'autres des fondations des bourses. On en donne très. Nous, personnellement, l'association ne donne pas de bourses parce qu'on n'a pas les moyens de donner de bourses. Il y en a qui mériteraient vraiment d'avoir des bourses et on n'arrive pas, même en travaillant avec d'autres partenaires qui peuvent obtenir des bourses. C'est pas assuré du tout. De temps en temps, oui, mais c'est pas assuré. Est-ce que vous pourriez donner juste un exemple concret que les gens comprennent bien la dégringolade, c'est-à-dire vous disiez les 5 ans d'études de médecine. Je donne cet exemple qui est un exemple, je suis touchée évidemment par les femmes qui ont fait des études de médecine dans leur pays. On a reçu comme ça une femme qui venait je crois, de la République démocratique du Congo, qui avait 5 années de médecine derrière elle, 5 années de formation de faculté de médecine. Elle avait le papier le pouvant. Et donc, on a vu comment il y a un organisme, si vous voulez, qui reconnaît les diplômes en France. Elle n'a pas reconnu ses 5 années de médecine. Donc, si elle voulait devenir médecin en France, il fallait recommencer à la première année. Et la première année, vous savez, même pour les Français, les Françaises, c'est difficile, c'est un concours. Donc, c'est... Bon, et bien cette femme, elle a dit non, c'est pas possible. Et elle a fait des études d'infirmière. Elle ne sera pas médecin. C'est quand même très cruel, je trouve. Enfin, personnellement, je trouve que je ne comprends pas. On pourrait leur faire passer, par exemple, elles disent j'ai fait 5 années de médecine. Eh bien, pourquoi on ne leur ferait pas passer des tests, hein, une petite préparation, des tests pour voir si elles sont au niveau. Voilà. Et si elles ne sont pas au niveau, bon, 4e année ou je ne sais pas quoi, mais tout recommencer depuis le départ. La médecine, c'est un exemple, parce que ce sont des études extrêmement longues. Mais ça s'ajoute aux épreuves qu'elles ont déjà faites. Voilà, donc, et puis elles ont l'impression d'être dévaluées, quoi. Dévaluées, et elles sont dévaluées par rapport à ce qu'elles sont. Parce que cette fille, elle aurait pu être médecin. C'est vraiment... bon, enfin, c'est comme ça. Mais c'est vrai pour des Ukrainiennes qui avaient fait une école de commerce à très haut niveau, qui étaient déjà cadres en entreprise depuis plusieurs années, qui ont émigré. Ben, c'est pas reconnu, donc il faut... Bon, il n'y a que la bonne volonté des entreprises françaises pour dire très bien, on vous croit et on va faire un essai. Sinon, il faut tout recommencer à la base, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile. Hein. C'est difficile. Et tous les projets que vous faites avec elle,
Donc vous les envoyez, pour la langue étrangère, c'est pas vous directement, vous les envoyez dans Ouais. les centres. Et sinon, c'est quoi concrètement? C'est un suivi, donc déjà médical. Alors déjà, c'est l'accueil pour faire des papiers, s'ils ne sont pas encore faits. Ensuite, c'est le projet. Et dans ce projet, ça va induire l'apprentissage de français à l'extérieur, mais aussi on va leur trouver une formation, payée ou pas payée. Il y a des formations qui sont payées, ça c'est quand même plus facile pour elles. Ça c'est nous qui les trouvons, mais c'est pas nous qui faisons la formation. Pendant ce temps-là, on les loge, comme ce dont on a parlé, logement, hébergement, appartement passerelle. S'il faut financer certaines formations ont besoin d'être financées, nous les finançons. Alors moi je suis médecin, elles ont ici des consultations gratuites, même si elles n'ont pas la carte vitale encore, mais très vite elles l'ont. Et ensuite, je vais les orienter vers des spécialistes. Par exemple, vous arrivez dans un pays étranger et vous avez une rage de dents, comment vous faites? Vous ne savez pas où aller, qui, quoi, etc. Vous êtes une femme, il y a des suivis gynécologiques, par exemple. Donc, où aller, comment? Suivi gynécologique, elles vont demander par une femme, pas par un homme. Parce que, comme je vais vous expliquer plutôt, c'est des femmes qui ont été souvent torturées, violées, etc. Je donne juste, par exemple, un exemple. De tibétaines, on a eu des nonnes de monastères ici. Alors les Chinois arrivaient, les violaient, brûlaient le monastère et basta. Et donc dès qu'elles savaient que leur monastère c'était le prochain, elles émigraient. Hein, et donc voilà, ça c'est un exemple de... Il y en a qui ont été emprisonnés dans des pays autoritaires aussi, parce qu'il y a les guerres, les révolutions, mais il y a aussi des pays très autoritaires. Par exemple, la République démocratique du Congo, on ne sait pas pourquoi elle s'appelle démocratique, parce qu'elle n'est vraiment pas démocratique. Enfin, je ne veux pas faire de politique, ici c'est pas c'est pas le sujet, mais je connais une femme comme ça, elle était partie faire des courses, une jeune femme, et quand elle est revenue, ses parents, ses frères et sœurs, ils avaient tous été assassinés. Pourquoi? Parce que cette famille était dans un parti opposé au président, donc il les faisait tuer. Donc elle n'a pas pu rester parce qu'elle s'est dit si je reste, je vais y passer aussi. Et bon, je vous passe tous les détails, elle est partie à travers l'Afrique jusqu'ici. Évidemment, il est arrivé le pire qui arrive et qu'on sait tous, parce qu'il y a eu suffisamment d'articles de journaux, de reportages pour expliquer ce qui se passe. Et voilà, bon, et cette femme, eh bien, c'est un exemple de femme, et toutes ces femmes, elles ont elles ont eu des traumatismes très violents, et elles souffrent maintenant de ce qu'on appelle le post-trauma. Et le post-trauma, ça se manifeste de différentes manières. Moi, je ne veux pas... Ici, ce n'est pas le sujet, peut-être. Et donc, on va les envoyer. Moi, je les accompagne un peu, mais surtout, je vais les adresser à des psychologues ou des psychiatres pour essayer de les aider, de régler ce problème important qu'elles ont. Alors, la difficulté, c'est que les rendez-vous sont à 3 mois, 6 mois, il n'y a pas de place, etc. Alors moi je fais un peu de thérapie avec elles, mais enfin c'est pas mon métier, puisque j'étais occupée d'infectieux en milieu hospitalier, bon, je vais faire de la médecine générale. Bon, ça m'intéresse de les aider, mais si vous voulez, ça va pas être aussi bien. J'ai fait une formation de post-trauma il y a 1 an, mais tout de même, c'est pas vraiment... je sais que je suis pas à la hauteur de la situation, si je puis dire. Et donc, on a ici, on a formulé récemment, c'est tout nouveau, c'est presque un scoop que je vous dis, c'est qu'on va essayer de trouver une subvention pour avoir une psychologue ici dans notre association qui consulterait, et comme ça, on pourrait aider beaucoup plus les femmes dans ce domaine. Parce que ça les bloque pour plein de choses. Hein. C'est très compliqué, le post-trauma. Elles ne dorment pas, elles ont des cauchemars. C'est très compliqué. Donc, c'est un projet, donc c'est pas encore fait. Mais on est sur des pistes de psychologues ou de psychiatres qui viendraient bénévolement, évidemment, comme nous toutes. Et on lui allouerait des plages horaires
Mais si ça doit être gratuit, si on ne trouve pas de psychologue, de psychiatre qui travaille gratuitement, et je pense que c'est ça qui va se passer, parce qu'elles disent, bon, je veux bien faire 1 heure gratuite, hein, enfin bon, bref, il faut bien vivre aussi, hein, parce que c'est des gens en activité. Si elles travaillent ici, si ces gens-là viennent travailler pour nous ici, ils ne travailleront pas ailleurs, et tout le monde doit vivre. Donc c'est pour ça que je pense qu'on sera obligé quand même de les payer, par l'acte, mais ça ne sera pas des salariés, ils auraient seraient auto-entrepreneurs. Et on aurait une facture chaque mois, et pour ça il faut de l'argent, et pour de l'argent il faut des subventions. Mais ça serait vraiment un grand pas en avant pour elle et pour l'association. Voilà. Et on a calculé qu'il faudrait entre 15 et 20 000 € par an, donc c'est... Voilà. Des psychologues à la retraite, mais bon, elles n'ont peut-être pas la même formation, surtout que la psychologie évolue sans cesse. Alors, à la retraite, souvent, le post-trauma, il n'y en a pas beaucoup. Si on en trouve, tant mieux. Merci. Mais c'est hypothétique. Et puis je pense qu'il y en aura plusieurs, parce que si des femmes viennent ici, elles continueront leur travail à l'hôpital ou en cabinet, et elles viendront passer une demi-journée, et ça peut être plusieurs psychologues qui viendraient, ou psychiatres, qui viendraient nous aider ici. Ça ne serait pas comme à l'hôpital, un plein temps, ou je ne sais quoi, vous voyez. Mais je pense que... Enfin, c'est vraiment à l'état... On vient d'en parler et on commence à avoir une toute petite piste, mais enfin de rien du tout. C'est pas encore. Je pense qu'il va falloir 6 mois, 1 an pour mettre ça vraiment en place de façon. Et j'espère que ça va réussir. Voilà, parce que on a des projets, mais on ne sait jamais. Oui. Vous avez une idée à peu près, je dirais en pourcentage, de femmes que vous accueillez qui souffrent vraiment de ces... 95%. Ah oui, c'est ça. Et on accueille à peu près entre 100 et 110 femmes par an. Ah oui. Donc si vous voulez... quasiment toutes ont besoin d'une aide. Pratiquement toutes. C'est soit des bombardements, soit des viols, soit une peur permanente de tout, parce qu'on a tué leur famille, elles sont évadées à toute vitesse, elles ont honte d'être escapées, enfin il y a plein de choses. Et sur le plan, comme ce sont des femmes, beaucoup de viols, beaucoup d'atteintes à la personne, physique, sur le plan physique. Beaucoup. Il y a des femmes qui ont été lacérées dans leurs organes génitaux, il y a des choses vraiment épouvantables. Pratiquement toutes. Oui. Alors elles ne vous le disent pas au départ, parce qu'elles ont honte. Elles n'ont pas à avoir honte, ce sont des victimes en fait. Ce sont pas... On a le droit de penser, par exemple, reprenons la femme par exemple africaine, dont je vous ai parlé il y a un instant. Elle n'a pas à avoir honte d'avoir d'autres idées politiques que le président. Oui. Voilà, et c'est ça qui a tué. Enfin, c'est pas elle qui. Il n'y avait pas qu'elle, toute sa famille était dans ce parti politique. Et ça ne consistait pas à des choses extraordinaires. Elle défilait de temps en temps, on disait en liberté, ça n'allait pas faire des choses, mais pour montrer que quand même, on pouvait vivre différemment. Montrer un peu. Ça s'appelle de la résistance. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Et je pense que ce projet, qui n'est qu'à l'état de balbutiement, j'espère qu'il va vraiment se faire. Parce que même dans leur développement personnel, ces femmes-là, même si on arrive à les faire parler français, formation, travail, etc. Finalement, elles y arrivent quand même malgré tout. Elles y arrivent, mais c'est quand même, elles sont très entravées par ça. Et en plus, vraiment... Certaines reviennent après à s'en être sorties en quelque sorte. Oui. Alors oui, il y a toutes les femmes. Alors pendant un temps, souvent, elles reviennent plus, elles disent merci, au revoir, bon. Et puis peut-être 1 an après, elles reviennent, elles disent vraiment, grâce à vous, ma vie a changé, j'ai un travail, puis maintenant j'ai rencontré un beau jeune homme, ou bien maintenant j'ai un enfant. Et voilà, c'est très sympa, on est très contente quand elles font ça. On ne les oblige pas du tout, on leur dit vous êtes toujours bienvenus, voilà, quand c'est la fin, vous êtes toujours les bienvenus, évidemment.
Et il y en a qui reviennent, il y en a qui... ou elles viennent sans prévenir, comme ça elles sonnent, elles disent c'est moi, pour vous rappeler de moi. Alors évidemment qu'on se rappelle d'elles, mais, bon, mais ça c'est pour nous, on ne fait pas ça pour ça, mais pour tous les bénévoles ça fait extrêmement plaisir, quoi. De voir que ça a apporté du fruit. Évidemment. On ne le fait pas pour ça, mais on ne demande pas on leur demande pas d'être reconnaissante. On ne fait pas ça pour la reconnaissance, on fait ça pour elle, pour un être qui a été mis à terre de façon scandaleuse, puisse à nouveau s'épanouir. Tout le monde peut. Je pense que beaucoup de gens peuvent comprendre ça. Évidemment. Oui, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, on est toujours toutes des bénévoles, donc, et qu'il y a toujours 3-4 religieuses avec nous. Elles s'appellent par leur prénom. On ne dit pas que c'est une association qui au départ a été créée par des religieuses, mais elle se veut aconfessionnelle. Et pourquoi? C'est pas parce qu'on a honte d'être chrétien pour certains, parce que même dans les bénévoles, il y a des gens des femmes ou des hommes qui ne sont pas chrétiens ou catholiques. Bon. On ne demande à personne quelle est sa religion. C'est pas le sujet. Alors, il y a des associations qui s'occupent de migrants qui sont dans l'apostolat. On n'est pas dans l'apostolat, nous. Mais ces femmes, on leur dit jamais que tout ce que je viens de vous dire sur le plan des congrégations, mais très vite elles comprennent que nous sommes des chrétiens en général et que c'est une association qui a été faite par des chrétiennes. J'ai écrit un livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur une Syrienne. Il est sur le site. Oui, j'ai vu, c'est ça, ouais. Je vous conseille de le lire. Ça s'appelle, enfin c'est pas parce que je l'ai écrit, mais c'est... ça s'appelle La rebelle d'Alep. C'est l'histoire d'une fille syrienne qui s'appelle Doua. Et donc, pourquoi je disais ça déjà? Et elle vient de décéder, on a son enterrement cette semaine, parce qu'elle a eu un cancer polymétastatique. Voilà quelqu'un qui était d'une résilience incroyable et fabuleux. Elle a traversé les pires choses. Et elle m'a demandé d'écrire ce livre, parce que je la recevais régulièrement en consultation, et je cherchais toujours des choses, parce qu'il faut se méfier, et je ne trouvais jamais rien par rapport à ce dont elle se plaignait. Et en réalité, c'était parce que c'était le post-trauma, quoi. C'était le post-trauma. Et donc, quand je lui demandais, mais tu as eu ça dans ton pays? Elle me disait... elle prenait un air complètement décomposé. Oui, mais je ne peux pas t'en parler, Et finalement, à la 3e ou 4e fois, elle m'a dit je veux bien t'en parler, mais il faut que tu écrives un livre. Je vais te raconter ma vie. Et on s'est vus pendant 9 mois, tous les lundis. Et j'ai écrit ce livre avec elle. Enfin, elle n'a rien écrit parce qu'elle n'était pas capable d'écrire en français. Voilà, et ce livre était édité chez Albin Michel, c'est quand même un très bel éditeur. Et je vous conseille de le lire. Parce que c'est pas parce que je l'ai écrit, franchement, non, c'est pas le sujet. C'est parce que ça donne une idée aussi d'un parcours d'exil. Et que l'exil, c'est pas une partie de rigolade, ou bien c'est pas un moment où on se dit tiens, il y a plus d'argent dans ce pays, donc je vais y aller. Parce que c'est ce qu'on entend souvent dans la grande presse. Et ça, c'est très choquant. Ça prouve que les gens ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe, en fait. Et c'est vrai qu'on met sous le terme de migrants tout. Et les migrants, il y a différents types de migrants. Et je ne juge aucun migrant, mais en tout cas, tout ce qui est réfugié, vous savez que la définition d'un réfugié ou d'une réfugiée, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester dans son pays sans craindre pour sa vie. Donc, vous ou moi, si je craignais pour ma vie, effectivement, je prendrais ma valise, je partirais, parce que j'ai envie de vivre. C'est quand même normal. Et il faut des terres d'accueil. Ça, c'est quand même le minimum qu'on puisse faire. On n'en fait jamais assez, mais bon... Oui, alors pourquoi je vous ai parlé de Doua, excusez-moi, c'est parce que Doua, que j'ai vu encore il y a peu de temps avant sa mort, m'a dit
Ah, si je meurs, hein, elle était d'origine musulmane, elle était syrienne musulmane. Les musulmans, pas question, je ne veux pas d'enterrement musulman. Bon, d'abord, j'y crois pas. Mais tu sais qui m'a fait du bien dans ma vie? Ben, c'est les chrétiens. Et je sais que je ne peux pas être enterrée chrétiennement puisque je ne suis pas baptisée. Voilà. Incroyable. Est-ce elle a rencontré des chrétiens ou des chrétiennes, enfin peu importe, qui ne se sont pas affichés spécialement comme telles, hein, mais et toutes les femmes qui viennent ici, au bout d'un certain temps, elles comprennent très bien que ça a été fait par des chrétiens et on n'en parle jamais. On ne parle jamais de religion ici. Pour que l'accueil soit complet. Ah, t'es musulmane, ou t'es ci, ou t'es là, t'as rien à faire ici. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'être humain.